Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workspace. Nous sommes le mardi 17 mars 2026. On est en direct sur LinkedIn. Je suis Julien Grandjean, account manager pour la société Sonio et technophile de la première heure. Aujourd'hui, alors, on attaque un sujet qui fait mal partout dans les services informatiques de Suisse romande en ce moment, c'est la crise des composants. Vous savez que j'aime les chiffres, donc je vais vous en donner quelques-uns pour commencer. Donc, selon TrendForce, les puces NAND, ceux qui équipent vos SSD, ont augmenté donc leur prix de 55 à 60% en 2026. La DRAM, c'est pareil. Donc, les hyperscalers absorbent toute la production mondiale pour nourrir leurs infrastructures gourmandes IA. Et le reste du marché, il attend. Donc certains serveurs ont vu leur prix bondir de plus de 15% en quelques semaines, des délais des fois de 12 mois sur certains composants. C'est la réalité du terrain aujourd'hui. Alors, dans ce contexte chaotique, j'ai eu envie d'inviter un fabricant qui a une réponse différente. Donc, pour parler de ces sujets, aussi quelques annonces pour le Barcelone MWC, des annonces Huawei en full cyber résilience. J'ai l'immense honneur d'accueillir deux invités de choix de chez Huawei dans la personne de Frédéric Balzinger et Eric Bettinzoli. Fred, tu es là pour la première fois dans les érudits de l'IT. Je te laisse te présenter. Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, alors merci déjà de l'invitation de ta part. Mon nom est Frédéric Balzinger, je suis le directeur des ventes de Huawei en Suisse. Je suis chez Huawei depuis un peu plus de 2 ans maintenant et très content d'être auprès de toi et donc de Sonio parce que j'aimerais vraiment préciser que Sonio a été le premier partenaire à nous faire confiance lorsque nous sommes arrivés en Suisse en 2008. Donc bonjour à tous et merci. Merci. Donc, autour de Eric. Eric, alors, qui es-tu? D'où viens-tu chez Huawei? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Bonjour à tous, Eric Bettinzoli, donc dans la partie solutions, donc solutions de manager chez Huawei dans la partie IT, donc IT, ce qui regroupe virtualisation, stockage, sauvegarde, archives, cloud, donc c'est quand même assez large. Et c'est la partie qui va de solutions sales à solutions pre-sales, donc plutôt technique architecture. Et chez Huawei depuis pour le marché suisse romand à peu près 5 ans. Et ça fait à peu près plus d'une quinzaine d'années que j'ai le même rôle d'ailleurs, dont on connaît aussi d'avant. Donc voilà, je suis content de participer aussi à ce podcast. Et comme le disait Fred, c'est vrai qu'avec Sonio, on a eu aussi pas mal de beaux projets, donc historiquement. Donc voilà, merci pour l'invitation. Ça marche. Donc, un duo de choc, c'est parti. On va ouvrir le feu avec le sujet qui est sur toutes les lèvres, la crise des composants. On est en direct sur LinkedIn, donc le direct a démarré. On attaque. Donc, alors Fred, commençons par le contexte. On a évoqué les chiffres en introduction. Samsung et SK Hynix réorientent leur ligne de production vers la DRAM, haute densité pour l'IA. Micron a même arrêté sa marque grand public, Crucial, début 2026. Le marché entreprise en prend plein la tronche, on va dire, tu vois, depuis le terrain en Suisse romande et en Suisse en général. Tu vois quoi concrètement chez tes clients? Alors, chez les clients, ce que je vois, c'est une certaine inquiétude, certaine inquiétude pour aller au bout de leur projet, pour pouvoir déjà les démarrer, parce que les prix, et tu l'as dit, ne font qu'augmenter. Il y a trois players majeurs dans la fabrication de la RAM ou de la NAND dans le monde qui détiennent environ 80% du marché, mais qui ne peuvent pas, évidemment, avec la demande croissante des supercalculateurs d'IA, répondre à cette demande-là. Et puis donc, résultat, eh bien, les prix augmentent, les délais se rallongent. Donc pour les clients, ça devient très difficile. J'ai même vu des appels d'offres mis à mal, parce que comme tu le sais, dans les appels d'offres publics aujourd'hui en Suisse, la plupart des clients demandent une garantie de prix de 12 mois. Or, aujourd'hui, on voit que les prix changent au jour le jour.
Les serveurs ont, entre l'année passée et aujourd'hui, augmenté par des facteurs x2, x3. Donc, ça devient très très difficile. Je pense qu'il va y avoir des modifications dans les appels d'offres pour la validité des prix. C'est pas possible de faire autrement. On s'attend à ce que cette crise continue ou perdure jusqu'à au moins fin 2027, sachant que, eh bien, pour répondre à la demande, il faut construire des fabriques, et puis ces usines, eh bien, il faut 2 à 4 ans pour les fabriquer, qu'elles coûtent entre 10 et 20 milliards, donc tu penses bien que ça ne sort pas de terre comme ça. Mais il y a d'autres, il n'y a pas que ces trois players qui sont essentiellement basés en Asie. Il y a également en Corée du Sud, par exemple, Mhm. mais il y a également des acteurs qui sont en Chine. Et Ouais. donc, on a la chance chez Huawei d'être au plus proche de ces acteurs-là. Nous sommes basés en Asie et notre supply chain est au plus proche de ces fournisseurs de composants. D'accord. Donc, concrètement sur les prix, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, on l'a compris, hein, pour un responsable informatique qui doit valider son budget, qui doit répondre à un RFP. Qu'est-ce que que Huawei peut garantir aujourd'hui, parce qu'un projet en Suisse, on te la validation du budget, la commande, ça prend du temps. Donc, est-ce que le prix change entre-temps? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, les prix changent entre-temps et chez Huawei, on a la possibilité encore aujourd'hui, peut-être que demain ce sera différent, mais aujourd'hui on a encore la possibilité d'avoir une garantie de prix qui va de 1 mois à 3 mois suivant où l'on se situe dans le trimestre. Si on est au début de trimestre Huawei, on a 3 mois de garantie. Si l'on est à la fin, il y aura beaucoup moins. Néanmoins, dans des cas particuliers, et j'en ai eu un il y a 2 semaines, lors d'un Mhm. appel d'offres, on a été capable de maintenir et de garantir le prix pendant 6 mois. Ah. Et donc ça, on peut le faire chez Huawei, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'on est au plus proche, Mhm. en Asie, au plus proche des différents fournisseurs de composants. Et puis, ben, c'est une question justement dans notre chaîne d'approvisionnement. Je crois qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ben, c'est justement d'être au plus proche de ces fabricants, d'avoir des relations très proches avec eux. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a deux acteurs majeurs en Corée du Sud, mais il y a Yangtze Memorial Technology également en Chine. Et Mhm. donc, étant donné qu'on est basé en Chine, on a des accords bien particuliers avec ces entreprises-là parce Ouais. qu'on est proche. Mhm. Ça nous permet justement de garantir une validité du prix, mais également d'être capable de délivrer parce que les stocks s'amenuisent. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, on en est encore capable. Va-t-on l'être demain? Va-t-on se retrouver exactement comme nos concurrents à ne pas pouvoir livrer avant 6 mois? C'est possible, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'augmentation des délais de livraison. Nous pouvons fournir tout le monde Mhm. et garantir des prix pendant un certain temps. Ok. C'est une chose que l'on peut faire Mhm. au jour d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est là que ça devient intéressant parce que ce que vous faites, c'est pas du marketing, c'est une réalité industrielle, hein. C'est que vous maîtrisez votre supply chain de A à Z, hein. Ça veut dire quoi, Eric, exactement? Ah, ça apporte pas mal d'avantages et comme le disait Fred, déjà maîtriser la supply chain, mais ça veut dire que quel que soit le type de projet ou de configuration, hein, des fois on peut avoir des designs assez conséquents, on sait livrer vite en fait tout type de design, d'architecture, de pièces, de contrôleurs et autres. Et d'un point de vue plus technique, ça permet aussi d'assurer vraiment une pérennité en fait quand on maîtrise surtout en amont le processus de R&D et de fabrication. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'assurer un life cycle des solutions beaucoup plus long, puisqu'on contrôle la totalité des composants et typiquement, sur une solution aujourd'hui, on a des clients qui peuvent. Alors, c'est moins la tendance du marché parce que les écosystèmes évoluent de plus en plus vite, hein, au niveau applicatif, au niveau AI et en amont. Mais si un client voulait revenir sur investissement et maintenir longtemps sa solution, on peut sur n'importe quel type de solution et design assurer 6, 7, 8 ans
de support, d'approvisionnement toujours des pièces. Alors des fois avec du prix stock que l'on peut faire de manière flexible, puisque OK. si on parle vraiment supply chain et moins technique, on va parler d'entreposage. Donc on peut vraiment déporter aussi ces buffers de pièces sans surcoût à proximité des clients. Si jamais à la 6e, 7e, 8e année, ils veulent encore avoir des tiroirs, des disques, des contrôleurs ou autres. Donc c'est vrai que c'est assez avantageux parce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué d'avoir du moyen long terme sur ce point-là. Pourquoi? Mmh. Parce que c'est vrai que beaucoup de constructeurs ont on va dire des constellations et des accords avec différentes sociétés, mais ne maîtrisent pas la totalité en interne. Donc c'est vrai que pour nous, avant-vente, c'est avantageux pour nos clients, nos partenaires, puisque quand on fait une configuration, on peut sans doute garantir que sur 6, 7, 8 ans de support, ils auront le tout disponible quasiment jusqu'à la fin. Et en même temps, ça permet aussi une maîtrise, hein. Ça, c'est le deuxième point. Ça veut dire que on est connu quand même pour la stabilité de nos solutions. Alors, je me permettrais peut-être de dire que tu peux aussi peut-être en témoigner sur tes projets. C'est vrai que quand on Oui. installe une solution Huawei, généralement, c'est pas qu'on n'entend plus parler de la solution, mais elle Oui. tourne bien. Et cette stabilité, elle fait que maîtriser en fait tout ça permet à notre engineering, depuis la fabrication et le développement des Mmh. solutions, de maintenir vraiment, on va dire, quelque chose de linéaire et de stable sur tout le cycle de vie des solutions sans avoir, on va dire, des surprises. Je vais citer Mmh. juste un exemple pour illustrer ça. Ça veut dire que chez certains constructeurs, dans un configurateur, on peut avoir par exemple un même type de SSD, mais on va voir le nom de 5-6 fournisseurs différents. Et du fait, il peut y avoir au moyen terme des microcodes différents, des choses que les R&D et support n'ont pas forcément complètement intégrées. Ça peut générer des bugs sur des grosses mises à jour au niveau des OS avec les évolutions. Ça peut créer éventuellement des instabilités. Et puis des fois, on voit des merges aussi avec des acquisitions hardware à droite à gauche et qui font que beaucoup d'R&D regroupent le tout dans un grand bundle et créent une nouvelle solution un peu bêta testeur et puis Mmh. ensuite ils lancent ça sur le marché. Nous, on a vraiment depuis le début tout maîtrisé du kernel, OS, microcode, pièces, et c'est vrai que ça évolue avec des optimisations au fil des années. Mais ça nous permet vraiment de garder ce savoir-faire et de maintenir cette stabilité, ce qui fait que nos solutions sont vraiment maîtrisées par notre engineering depuis longtemps et Mmh. restent stables. Et c'est vrai qu'à chaque mise à jour, chaque évolution, chaque nouvelle fonctionnalité qu'on code, vu qu'on maîtrise toute la chaîne, hardware, software, ça nous permet vraiment de garantir d'aboutir sur des solutions, on va dire, hyper stables et maîtrisées par nos équipes aussi. Voilà. Mmh. Niveau support, R&D et autres. OK. On ajoute en top de ça un support qui est vraiment extraordinaire. On l'a vécu avec des problématiques qui peuvent arriver chez les clients, des environnements qui sont dupliqués directement chez Huawei pour reproduire exactement les mêmes conditions et puis une résolution très rapide, des patchs, des microcodes qui sont faits dans certains cas. Donc on l'a vécu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je salue chez Huawei. C'est extraordinaire, cette vraie qualité premium de support. Voilà. Merci Eric. Donc, on va fermer ce premier sujet de la crise des composants. Donc, on voit bien qu'on a des solutions vraiment qui sont différentes chez Huawei aujourd'hui. On passe maintenant aux annonces qui ont été faites à Barcelone au MWC et certaines annonces qui sont faites par Huawei pour l'année 2006. Moi, j'étais pas au MWC malheureusement. Peut-être mes collègues ont suivi cet événement. Euh, on a vraiment quelques annonces dont on veut parler. Frédéric, des grandes nouveautés? Oui, alors écoute, je vais surtout en citer deux en termes d'innovation. Premièrement, sont les nouveaux systèmes de calcul pour l'IA. On a nos superpods Atlas 950, qui sont des clusters géants de serveurs pour l'IA, équipés de nos propres puces Ascend. En l'occurrence, vous connaissez tous, à titre d'exemple, DeepSeek, qui tourne sur des GPU Huawei, donc qui valide en quelque sorte aussi tout un écosystème. Mais ce n'est pas uniquement une question de performance et de puce ou de course vers la puce la plus puissante. Il s'agit aussi, lorsque l'on parle d'un cluster géant,
de la communication entre chacune de ces puces. Et nous avons développé ce que l'on appelle chez nous le Unified Bus, qui permet un réseau ultra rapide de Mm. communication entre les différentes puces. Donc, et en l'occurrence, ça, c'était essentiellement valable, en tout cas en Asie, puisqu'on pouvait, on délivrait uniquement le marché asiatique. Aujourd'hui, on nous a annoncé que d'ici la fin de cette année, donc en Q4 2026, l'on va pouvoir fournir le marché suisse, en l'occurrence, en GPU Huawei. Alors ça, c'était une annonce qui était importante, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de quotas sur d'autres marques de Mhm. GPU. Ce sera, voilà, il y aura une nouvelle possibilité pour les clients suisses de se fournir en GPU, ceux qui désirent monter ou faire tourner leur propre intelligence artificielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui concerne plus les télécoms, mais parce que nativement, on vient des télécoms, en effet, on met en avant la 5G Advanced, hein, Mhm. qui permet en l'occurrence de tourner sur du 6 MHz, du 6 GHz, pardon. Donc c'est une amélioration des performances de la 5G, mais on a surtout des solutions également qu'on appelle AI centric au sein même du réseau, qui va permettre au réseau en fait de s'auto-optimiser ou de même de s'auto-réparer grâce à l'IA intégrée dans notre propre réseau. Et on met également, on a mis en avant certaines nouvelles infrastructures pour permettre une transition douce vers la 6G. On parle déjà de la Mhm. 6G, alors qu'on vient Eh d'installer oui, des antennes eh oui. 5G. Mais voilà, c'est l'innovation chez Huawei. Ouais, toujours, toujours. Euh, Merci Fred. Donc on revient sur ces GPU, hein, le fait que bah, DeepSeek tourne un peu sur du GPU Huawei, ça valide complètement l'écosystème. On va parler maintenant donc de stockage, Eric, parce que c'est ton terrain. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant cette année du côté de Barcelone, du côté de chez Huawei, de manière générale chez Huawei? Alors évidemment, les AI, hein, c'est le grand thème, mais ouais, je dirais que c'est plutôt des messages qu'on a poussés un peu plus cette année, mais qui existaient déjà fin de l'année dernière. On avait anticipé un petit peu sur deux, trois tendances, notamment des plateformes pour les AI et aussi les AI au sein de nos plateformes pour tout un tas de process d'automatisation, et notamment liés au point de cyber resilience avec des solutions dont on parlera plus tard qui seront complètement optimisées à ce niveau-là et autonomes. Mais dans un premier temps, c'est surtout l'arrivée d'une gamme de stockage qui est faite pour ce qu'on appelle les LLM, hein, donc Large Language Model, hein, Mhm. to the name, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que sur certains projets, on en parle des fois, c'est plus vraiment une tendance, hein, on passe de Generative AI à Agentic AI, où là on approche l'AI qui est de plus en plus prédictive, de plus en plus proactive, et qui se rapproche Mhm. typiquement du service entre guillemets humain, c'est-à-dire une rapidité de réponse la plus affinée possible. Et là, le but n'est pas trop de rentrer dans les détails techniques, mais c'est vrai que si je résume, ça demande au langage de passer par différents stades un peu plus poussifs. Dans une générative, le langage, il analysait surtout des textes, des données basiques, et puis ensuite, il avait simplement une zone d'apprentissage un peu standard et une réponse plutôt basique. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'AI passe dans un stade où elle va s'auto-challenger avec ce qu'on appelle du reinforced learning, c'est-à-dire essayer de comprendre si sa réponse est la plus juste possible. Donc d'aller fouiller dans beaucoup de data de tout type, hein, ça peut être des images, des vidéos, des textes, pléthore de types de données, revérifier un petit peu sa réponse pour simplifier l'explication en puisant sur des millions de checkpoints dans une database, et ensuite de manière extrêmement rapide, hein, on parle même plus vraiment même de millisecondes ou microsecondes, donner la réponse, puisqu'en fait pour l'utilisateur final, le projet d'AI réussi, c'est surtout celui qui n'est pas latent quand Mhm. on demande quelque chose, et le plus juste possible. Et pour ça, ça demande quand même, au-delà du compute, un stockage qui répond à ça, puisqu'en fait derrière il faut beaucoup de capacité, il faut un throughput, donc une bande passante la plus réduite, un throughput le plus puissant possible, et une Mhm. latence la plus basse. Mais il faut aussi avoir des algorithmes qui sont complètement adaptés, parce que tous ces points font qu'on peut pas répondre avec un système, j'allais dire classique, même avec les derniers systèmes de stockage, on va dire traditionnels qu'on connaît aujourd'hui, des file systems ou des systèmes blocs ou autres. L'architecture et surtout le caching n'a pas les algorithmes vraiment
customisé pour ce type de langage. Donc là, c'est une solution qu'on a développée avec tout un tas d'algorithmes pour vraiment permettre au système de trouver dans des cachings hyper adaptés, avec derrière des disques SSD de grosse capacité, de faire beaucoup d'analyses, de brasser beaucoup de checkpoints et ensuite, on va dire, de traiter de l'information très rapidement, sans avoir de latence et sur des multitudes de types de données pour vraiment affiner en fait le résultat. Donc ça, c'est les solutions qu'on appelle A800 et A300 aussi, on en a une plus petite. Alors après, il y a des specs. On peut faire croître ça de manière scale-out, puisqu'on s'est basé sur les solutions qu'on savait faire déjà au niveau scale-out storage. Donc ça, c'est un premier type de solution faite vraiment pour les langages. Là, on parle vraiment quand même déjà d'un projet AI bien abouti. Et le but est de réduire la zone d'inférence pour que justement on déstage du travail sur les GPU ou NPU, puisque aujourd'hui on dit Neuronal Processor Unit, donc là on s'approche en fait du rôle humain. Et le but est aussi de mieux optimiser la charge des GPU pour diminuer le coût à ce niveau compute et en même temps, grâce au stockage, permettre de mieux rationaliser le pourcentage d'utilisation du layer compute et des GPU. Voilà, donc il y a deux avantages. Et ensuite, l'autre annonce, c'est qu'on a l'AI au sein de toutes nos solutions. Donc comme le disait Fred, toutes nos solutions sont autonomes et elles ont maintenant des algorithmes encore plus poussés au niveau intelligence. Que ce soit pour optimiser le niveau de service au niveau stockage, la cyber résilience, l'analytique et autres. Donc c'est en gros les tendances principales au niveau storage fin de l'année dernière et cette année, on va dire. Ok, merci Eric. On parle aussi de la nouvelle gamme V7 de stockage. Si tu veux nous en dire quelques mots avant qu'on passe au sujet suivant. Oui, la V7, alors pareil, c'était déjà une gamme qu'on avait sortie sur le dernier semestre, l'année dernière. Et en fait, c'est la gamme Dorado Ocean Store, donc haute performance full NVMe, donc c'est quand même quelque chose déjà qu'on mature depuis un certain nombre d'années. Et comme je le disais tout à l'heure, qui a sur sa base progresse au niveau des fonctionnalités. Donc les avantages aujourd'hui de la V7, c'est qu'on a vraiment de manière software defined le stockage purement convergé avec du LUN, du file system et de l'S3 natif sur le pool de stockage. Donc on peut faire tous les protocoles sous les mêmes fonctionnalités. Et cette V7 est bien sûr à ISO config plus puissante que l'ancienne, donc optimisation des perfs, optimisation de la capacité par modèle, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une gamme qui tend à évoluer aussi vers le sujet, on va dire, NVMe over Ethernet ou RDMA, enfin NVMe over RoCE, puisque avec cette V7 et sa puissance, on peut vraiment de plus en plus profiter d'alternatives, on va dire, au-delà de 25 Gb IP, 40 Gb, 100 Gb, pour vraiment, alors je vais pas dire remplacer le Fiber Channel, parce qu'on sait tout à fait faire du Fiber Channel en termes de stockage, mais vraiment avoir des résultats et des designs intéressants au niveau NVMe over, aussi au travers du réseau, donc over Ethernet, sur du 100 Gb par exemple, pour vraiment concurrencer des projets FC 32, 64 Gb et autres. Donc ça, c'est vraiment la V7. Après, elle a pas mal de similarités avec le kernel existant, mais converge système et une possibilité vraiment avec des algorithmes intelligents d'optimiser l'espace de stockage. Par exemple, aujourd'hui, on a quand même des garanties financières, des garanties de capacité beaucoup plus importantes. Alors après, selon analyse de data, mais on connaît les 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1. Bon. Mais après, en restant quand même assez pragmatique et factuel, on peut vraiment garantir aux clients une data réduction beaucoup plus poussée avec ce modèle-là. Ouais. Donc, on parle de réduction de TCO sur 5 ans jusqu'à 64%. Bon, ça dépend un petit peu des use cases, bien évidemment, mais c'est le genre de chiffre qui change les conversations avec un CFO. Et puis, dans une crise des composants, moins on aura besoin de capacité, mieux on se portera aussi. Donc, si on peut faire des économies, c'est très bien. Alors, on finit par le sujet qui me tient toujours à cœur. Chez Huawei, on parle aujourd'hui de full cyber resilience. On entend le mot aussi chez d'autres, un peu partout, chez Commvault, chez Cohesity, qu'on a reçu dans les épisodes précédents. C'est aussi un de leurs positionnements. Et vous, c'est quoi le différenciateur en fait pour cette partie cyber? Eric ou Frédéric? Au choix, je me lance. Voilà.
Niveau stockage, en fait, on a été aussi reconnu, par pas mal d'instances comme ayant la panoplie complète end-to-end au niveau cyber résilience. Donc, c'est directement lié au sujet d'avant. C'est qu'aujourd'hui, chaque solution de manière intelligente va démarrer de l'analyse, quel que soit le type de données. Donc, ça peut être du bloc, du file system, de l'objet, où là, on va vraiment avoir une intelligence embarquée pour analyser en fait sur plein de facteurs les incréments des données, les actions utilisateurs, les extensions fichiers, les flows d'IO un peu méconnus, et la baie va apprendre pour donner des alertes et comparer en fait sur des policies de snapshot, aller un peu dans le détail, les différentiels à ce niveau-là, et donner des alertes et automatiquement faire un trigger d'action de protection. Alors, typiquement lancer des policies de snapshot immutables, où là il y a non modification et la dernière version la plus saine qui peut être en restore production. Pousser ces snapshots sur des tierces sites, toujours sur nos solutions évidemment, donc ça doit être des solutions Huawei, mais pousser des copies sur des sites isolés par exemple, où là on actionne de l'air gap. Je pense que tout le monde sur le marché connaît l'air gap, c'est-à-dire que de manière automatique, la baie peut aussi donner une action de couper physiquement les ports du site distant pour vraiment isoler en fait une dernière zone, alors qui peut être soit la zone de backup de prod, soit vraiment une autre zone qu'on va appeler zone isolée, sécurisée, qui est même pas forcément celle du backup de production, pour vraiment garantir que s'il y a une attaque qui se propage, elle aura analysé, alerté et solutionné, on peut dire ça comme ça, le restore en prod de manière rapide avec la dernière version la plus saine. Donc tout ça, ce sont des solutions embarquées nativement dans nos stockages. On ne doit pas interagir avec un tierce soft ou autre. C'est vraiment, si on les paramètre dans le design, embarqué dans nos solutions. Et ça rajoute aussi après d'autres choses telles que l'encryption, ça c'est assez connu, l'encryption intersite et autres. Mais ça nous permet une panoplie complète pour dire aujourd'hui, la dernière ligne de défense, quoi qu'on en dise, évidemment, il y a des paramètres firewall, réseau, antivirus et autres, mais c'est la data. Si celle-ci elle est vérolée, c'est fichu. En fait, c'est un peu le coffre-fort et c'est ce qu'on appelle vraiment last line of defense. Et quand on propose une solution de stockage Huawei, que ce soit production, performance, backup, jusqu'à l'archive ou au tierce site, on a dans chaque solution toutes ces phases qui sont embarquées si on les configure. Et ça permet à nos clients de dire, voilà, au pire des cas, si jamais ça atteint ma data, mon file system, mon LUN ou mon bucket, j'ai une solution pour dire, oui, je sais revenir en prod rapidement avec la dernière version la plus saine. En fait, les dernières données non corrompues. Voilà. Donc tout ça, c'est fait de manière intelligente aussi par les baies. On laisse évidemment la main à nos clients pour gérer ça manuellement, mais l'avancée AI, c'est que la baie le fait elle-même et elle apprend aussi elle-même par rapport à ses analyses. Et ça va servir à un dernier point, c'est qu'il peut y avoir des attaques dormantes. Et le fait d'avoir une baie autonome qui apprend, ça lui permet, même une fois qu'il y a un retour en prod, si jamais il y avait eu besoin d'un restore et qu'il y avait eu une corruption, de continuer sur ce qu'elle a appris à analyser par la suite pour garder empiriquement un historique et typiquement vérifier s'il n'y a pas une attaque encore dormante quelque part qui peut se redéclencher plusieurs jours, plusieurs semaines après. Donc ça c'est assez intéressant parce que j'allais dire que c'est assez simple du fait que quand on propose une solution Huawei ou une solution complète end-to-end de production ou backup, tout est embarqué en fait. Donc ça communique assez facilement et c'est assez simple au niveau GUI à gérer puisque c'est centralisé sur la même console. Voilà. Excellent. Et bien sûr, une question à Fred, la question commerciale, est-ce que c'est natif? Est-ce que c'est des options payantes? Comment ça se passe en fait sur ces gammes pour la cyber en général, sur le stockage? Non, alors il n'y a pas d'option séparée, tout est natif, tout est intégré. Et j'aimerais aussi peut-être aller expliquer une autre chose, la cybersécurité, la cyber-résilience, quel que soit le nom qu'on y met, commence pas uniquement au niveau de l'infrastructure, ça commence au niveau de l'être humain, d'apprendre, et c'est de la formation, d'apprendre à ses employés à pas cliquer sur n'importe quel lien. Mais on a une solution end-to-end, c'est-à-dire qu'au niveau purement infrastructure, on va commencer au niveau réseau aussi. La cybersécurité commence au niveau réseau, Eric l'a dit, elle va au niveau des baies de stockage et elle se termine au niveau du backup. Et dans nos solutions Ocean Protect, All Flash en l'occurrence, on les intègre évidemment. On les intègre également avec des solutions tierces, telles que Commvault, Cohesity, tu les as citées tout à l'heure. Donc c'est idéal pour des clients qui ont déjà ces solutions en place. Mais il n'y a pas de mauvaise surprise que l'on annonce au client s'il décide une fois qu'il a acheté nos solutions
de partir et de faire de la cyber résilience. Merci Fred. Voilà, bon bah c'est tout pour cet épisode, hein. On remercie chaleureusement nos deux invités Frédéric et Eric. Retrouvez leur profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Bien sûr, on leur laisse le mot de la fin. Fred? Oui, alors s'il y a trois choses que j'aime bien à répéter et à retenir, c'est chez Huawei, c'est innovation, supply chain, on l'a vu avec la crise des composants, et puis qualité de fabrication. Et puis ben, j'aimerais vous inviter le 28 mai, on aura notre ICT Day à Lausanne. Vous en saurez plus sur LinkedIn. Restez connectés. Merci Fred. Eric, un petit mot pour nos auditeurs. Ils sont Oui, nombreux, j'espère. je l'espère. Donc déjà, un merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter à 9h15 du matin. Ou plus tard, hein, parce que j'imagine que voilà, c'est enregistré aussi. Mais en fait, le mot de la fin, oui, c'est n'hésitez pas. C'est vrai que Huawei, si on parle de la partie storage, Mhm. Merci à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des érudits de l'IT. Suivez-nous sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, LinkedIn maintenant, hein, mode vidéo. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, faites-le nous savoir. Ciao, ciao.